Catherine Indiana Loubet sur ma chaîne YouTube Envol et Sillage, aéronautique et marine. Bonjour à tous, je vous propose 3 interviews que j'ai réalisées sur le Salon international de l'air et de l'espace de Paris-le-Bourget en juin 2023. Ce salon a lieu tous les 2 ans et ces 3 interviews portent le premier sur le Caudron Rafale et la voiture Renault Rafale, le second sur les radars du groupe Thales et le troisième sur les satellites de Thales Alenia Space. Je vous souhaite une agréable et intéressante écoute. Alors, sur le Salon international de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, là, je passais devant un stand et je vois déjà à l'extérieur un avion qui s'appelle le Caudron Rafale. Enfin, je vois plutôt une photo qui m'a beaucoup interpellée du Caudron Rafale. Alors, peut-être que certains connaissent et d'autres pas. C'est justement, et je m'approche de ce stand et je vois une voiture. Alors, je m'étonne parce que je dis, tiens, pourquoi une voiture ? Et puis, je regarde de plus près une belle voiture bleue, en tout cas. Et je m'approche de plus près et je vois une plaque numérologique intitulée Rafale. Je dis, tiens, pourquoi le Rafale a une voiture bleue une belle voiture, en tout cas. Et puis, à l'arrière-plan de ce stand, eh bien, je vois le fameux avion, le Caudron Rafale. C'est un avion historique. En fait, je suis rentrée sur ce stand, je l'ai pris en photo une multitude de fois et j'ai rencontré notre invité aujourd'hui pour quelques minutes je vais le laisser se présenter et qui va nous donner un tout petit peu l'historique de cet avion Caudron Rafale et ensuite le pourquoi de cette voiture intitulée Rafale. Bonjour monsieur. Bonjour, Guillaume Joly, directeur de la communication pour Renault France. Alors, pourquoi cette voiture, cet avion en arrière-plan ça interpelle beaucoup de personnes. Oui, alors on ne connaît pas forcément l'histoire de Renault. Cette année, on va fêter nos 125 ans. Et quand on connaît un petit peu l'automobile, on sait que plusieurs marques automobiles ont aussi produit des moteurs d'avion, ou en tout cas travaillé de manière très très proche avec l'aéronautique. C'est le cas de Renault, alors dans un contexte un peu particulier, puisque dans les années 30, la société Caudron est en difficulté financière et Renault à l'époque rachète Caudron avec pour objectif derrière d'équiper les avions de moteurs, d'avoir un partage de technologies entre l'automobile et l'aéronautique, et puis d'utiliser les avions les Caudrons pour aller battre des records de vitesse. Celui qui est exposé ici, le C460, a un record de vitesse à plus de 400 km/h, j'ai pas exactement en tête, je crois que c'est 445 km/h avec un équipage féminin. Dont Hélène Boucher, ouais, si je ne me trompe, tout à fait. La fameuse aviatrice. Voilà, tout à fait. Et à l'époque, Renault va produire plusieurs exemplaires de Caudron, il y a différentes variantes, et développer un nom autour du vent. Alors il y a Rafale, il y en a d'autres aussi, et on a utilisé ce nom pour présenter un nouveau modèle aujourd'hui. Alors on évoquait un petit peu tout à l'heure, il y a quelques minutes, le Rafale de chez Dassault, donc c'est parfaitement... C'est justement, oui, on se dit, tiens, comment emprunter un mot d'un avion pour le poser, on va dire, sur une voiture, mais en fait, le mot Rafale appartient, c'est ça ? Le mot Rafale appartient à Renault. Et donc, on a un accord d'usage réciproque entre Dassault et Renault pour l'utilisation du mot Rafale. Alors, il est vrai que dernièrement, on connaît surtout l'avion de Dassault, qui est un de nos partenaires aussi par ailleurs, sur d'autres projets. Mais le mot Rafale, il y a pas loin de 100 ans maintenant, appartient à Renault et on l'a toujours protégé. On ne l'utilisait pas, mais là maintenant, on le propose sur un SUV coupé qui va représenter le haut de gamme de chez Renault, 4,70 m, 200 chevaux, voire 300 chevaux, 4 roues motrices avec des moteurs qui sont électrifiés, soit du full hybride, soit de l'hybride rechargeable, avec aussi pas mal de technologies, notamment un toit panoramique qui peut s'opacifier à la commande. Donc, il y a un courant électrique qui passe dans le toit, qui vient s'opacifier, donc plus ou moins obscurcir l'habitacle. Et voilà, donc c'est tout le meilleur du savoir-faire de Renault, et réutiliser le nom Rafale, c'était aussi pour nous un moyen de revenir à cette époque d'innovation
d'innovation technologique, de records et de nouveaux territoires en fait. Un pilotage, une équipe de pilotes féminins, une volonté d'aller battre des records de vitesse. Bon, tout ça a été nouveau. Il y avait énormément d'investissements qui étaient faits dans ces espèces de découvertes dans tous les sens du terme en fait. Et l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de raccrocher cette histoire-là d'innovation, de record, et puis de raconter une autre histoire sur un véhicule qui est bien sur Terre. Et ce véhicule sera livré quand finalement d'ici un an. D'ici un an. Ouais, lancement commercial dans un deuxième trimestre de 2024. Donc c'est un peu tôt. Oui. C'est vrai que généralement on présente les véhicules plus proches de la commercialisation, mais la proximité et la tenue du salon de l'aéronautique cette année a été une belle opportunité pour nous de présenter les deux, le nouveau véhicule et l'ancêtre à elle, le Caudron Rafale. Et à qui appartient, c'est juste par curiosité, ce Caudron Rafale? Alors, c'est une réplique. Et sans trahir de secret, il était jusqu'à présent sur le sol américain. Donc on l'a fait venir ici en France et je crois qu'on aimerait aller un petit peu plus loin, mais ce sera sans doute l'occasion d'une autre histoire. Ça serait bien que les Américains achètent aussi la voiture Rafale. Alors oui, le seul petit bémol, c'est qu'on ne commercialise pas nos véhicules sur le territoire américain. Mais on peut, des amoureux peuvent tout à fait l'acheter, l'immatriculer à titre individuel. Et on voit d'ailleurs de temps en temps sur les routes américaines des modèles qui ne sont pas commercialisés là-bas, mais qui roulent. Eh bien, nous vous souhaitons bonne continuation à Renault et au Caudron et au Rafale et à la voiture Rafale. Merci beaucoup à vous aussi. Et bon salon. Merci également. Alors maintenant, je suis sur le stand de Thales et on va tourner des radars. Et je rencontre un monsieur, je vais vous laisser vous présenter. Bonjour, Yves Descourvières. Donc, je suis responsable marketing de la gamme des radars Grandmaster. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ça consiste ces radars? Il y en a des plus petits, des plus grands, leur mission, bien sûr. Bien sûr, donc en fait, parmi cette gamme de radars, nous avons des radars qui sont dédiés à la surveillance aérienne. Donc quand on parle de surveillance aérienne, ce sont des radars qui permettent d'avoir une vision en permanence de l'ensemble des aéronefs qui survolent un territoire. Donc typiquement, on commence par assurer cette surveillance aérienne avec des radars longue portée, comme le radar Grandmaster 400 Alpha, donc celui que l'on voit à l'entrée ici. Donc on peut constater que l'antenne, c'est une grande antenne, elle fait 6 mètres de large, et c'est un radar qui tourne à une vitesse de à peu près 10 tours par minute. D'accord ? Donc à partir de ce radar, on est capable de visualiser des avions qui sont à jusqu'à 515 km du radar. Donc avec quelques radars, on est capable de couvrir un territoire national. Donc, ce radar a été vendu à presque 100 exemplaires, pour être précis 99 exemplaires, y compris une quinzaine d'exemplaires qui ont été signés aujourd'hui sur le salon, ce matin. Donc 13 pour l'Indonésie et 2 pour l'Estonie. C'est un radar qui a énormément de succès pour 3 raisons essentielles. Tout d'abord, il a une performance au-dessus des normes du marché, c'est-à-dire déjà une portée étendue à 515. La plupart des radars ont une portée de 470 km. Et deuxièmement, il voit très bien à basse altitude des petits objets assez lents. Donc typiquement des drones tactiques. Ça permet à la fois d'avoir une vision sur l'ensemble du territoire national et puis aussi être au courant des menaces relativement proches. Ça, c'est la partie performance. La deuxième partie, c'est la mobilité. Donc, vous pouvez voir que c'est un radar longue portée qui tient dans un colis de 20 pieds, donc une dizaine de tonnes, qui peut même être utilisé en étant sur un camion avec des stabilisateurs, mais ça veut dire que ce radar peut être déplacé rapidement. On peut le replier à peu près 30 minutes, et là encore, c'est quelque chose qui est assez exceptionnel pour ce type de radar, où en général, il faut plusieurs heures et des outillages à part. Tandis que là, tout est automatisé, on peut replier l'antenne directement.
Enfin, le troisième aspect qui est important, c'est la fiabilité. C'est-à-dire que ce radar a été développé, on a commencé à développer la première version dans les années 2000. Ils ont été installés vers 2010 à peu près. Et on a fait ce qu'on appelle des composants, des building blocks, qui ont été améliorés au cours des années pour avoir une fiabilité exceptionnelle. Donc, c'est Thales qui le dit, mais c'est aussi nos clients, parce que les premiers clients des radars Groundmaster ont décidé de prolonger la durée de vie de leur radar en faisant des upgrades. Donc, par exemple, la dernière version, c'est le GM400 Alpha, qui a été upgradé pour avoir cette portée de 515 km, qui n'était pas le cas avant, avec un calculateur qui est 5 fois plus puissant que la première génération. Et donc, ces premiers clients ont décidé de faire ces upgrades pour prolonger la durée de vie de ces radars d'à peu près 15 ans. Et est-ce que donc la conception est totalement française? Oui. Alors, la conception est totalement française. La fabrication est presque totalement française. Je crois qu'il doit y avoir deux pièces sur l'ensemble des milliers de pièces de ce radar qui ne sont pas de conception française, avec toute une chaîne de sous-traitants localisés un peu sur tout le territoire français. Est-ce qu'on peut avoir une idée du coût justement de ce radar? Alors, je ne suis pas autorisé à donner ce genre d'informations. En tout cas, c'est quand on a des appels d'offres internationaux, ça fait très longtemps qu'on a pas perdu un appel d'offres. En général, en compétition ouverte, on arrive à placer nos radars. Et alors, là, vous nous disiez, il y en a un qui tourne au-dessus de nous, là d'ailleurs, à une vitesse, vous disiez là tout à l'heure, c'est vrai que c'est rapide, en 1 minute 10. Alors, 10 minutes, c'est celui-là là-bas. Et celui-là, c'est un radar moyenne portée. Donc, celui-là, c'est le GM200 MMA, donc c'est la dernière génération des radars moyenne portée. Et en ce moment, il tourne à 20 tours minute. Et donc, il a une portée un peu plus réduite par rapport à celui-ci. Donc, il est à 350 km de portée. Mais il a cette double capacité de faire de la surveillance aérienne. Donc, il va faire il va boucher des trous de couverture qui apparaîtraient derrière des montagnes, par exemple, quand on n'a que des radars longue portée. Mais il peut aussi faire de la défense aérienne, c'est-à-dire qu'il va se connecter à un système d'armes, avec par exemple des missiles, et il va pouvoir faire de la désignation d'objectifs. Et pour ça, en fait, il va accélérer son antenne pour tourner à 40 tours minute. Ça fait un tour toutes les secondes et demie. Et pour donner une désignation très précise. Voilà, donc 2 missions, surveillance aérienne, défense aérienne, et quelques missions annexes. Il peut aussi faire de la détection surface, il a une voie surface, c'est-à-dire la détection de bateaux sur la mer. Et il peut aussi détecter ce qu'on appelle la détection RAM, donc roquette, artillerie, mortier. Donc là, on voit des trajectoires balistiques. On est capable d'identifier le point de lancement et le point d'impact pour assurer une protection globale sur un territoire. Et celui-ci voit des drones plus petits que le radar de surveillance aérienne. On est capable vraiment de voir des mini-drones, donc, soit des drones à voilure fixe qui ont, on va dire, 3 mètres d'envergure, un peu comme ceux qu'on voit derrière là, ou même des drones, des hexacoptères, donc des drones à peu près de cette taille-là, de quelques kilos, qui volent à quelques dizaines de kilomètres autour du radar. Ça permet aussi de faire de l'autoprotection, non seulement engager des cibles type avion de chasse ou hélicoptère, mais aussi avoir de l'autoprotection contre des drones, des mini-drones. Oui. Et alors, est-ce que là, c'est plutôt terrestre, c'est radars terrestres, mais est-ce qu'il y a aussi des bateaux? Alors, on a une autre gamme de radars. C'est pour ça que je disais que Thales avait une gamme très étendue de radars, parce qu'on développe des technologies fondamentales de pointe qui sont utilisées pour nos modules d'émission, de réception, de traitement, qui sont ensuite appliqués à des missions différentes. Donc ceux-là, ce sont des radars qui sont utilisés de manière terrestre pour faire de la détection à partir de camions sur des postes fixes. Mais les mêmes briques technologiques sont aussi utilisées
pour des radars navals. Donc, par exemple, en France, il y a un radar qui s'appelle le Seafire 500, donc qui équipe les frégates de défense et d'intervention. Ce sont des panneaux, 4 panneaux fixes. Voilà, et on a aussi des radars qui sont développés dans la division de Hengelo aux Pays-Bas, qui utilisent aussi ces technologies avec des radars qui tournent pour des bateaux de plus faible tonnage. Donc là, c'est une partie quand même, je ne vais pas dire la plus importante, c'est les radars. Alors, en termes de chiffre d'affaires, oui. C'est pas forcément la plus importante. Je pense que par exemple, tout ce qui est radiocommunication, etc. Enfin, il y a aussi des volumes qui sont importants. Et les radars font partie du cœur de métier de Thales. Ça, c'est une vérité. Merci infiniment. Je vous en prie. Bon salon en tout cas et bonne poursuite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc maintenant, je suis dans le hall de l'espace de Thales, du salon Thales, et je rencontre monsieur Frédéric Kiston de Thales Alenia Space. Donc Thales Alenia Space, c'est une venture 2 tiers Thales, 1 tiers Leonardo en Italie. C'est à peu près 8000 personnes, dont 5000 en France, Cannes, Toulouse, et 3000 en Italie, à peu près. Plus des antennes dans à peu près les autres pays d'Europe. Je vais vous présenter un peu les différentes missions et les satellites qui sont fabriqués par Thales Alenia Space. Un des premiers business importants, c'est les satellites de télécommunication. Là, on voit un satellite géostationnaire de télécommunication. Donc la fonction, c'est de recevoir une information d'un endroit précis et de la distribuer sur de larges zones. Satellite de télécommunication géostationnaire. À côté, on a un satellite géostationnaire également. Pardon, je peux vous demander à quelle altitude? Géostationnaire, c'est 3600 km. D'accord. Donc c'est très haut. Et c'est statique, c'est dans le plan de l'équateur. Oui. Et donc c'est immobile par rapport à la Terre. Ça tourne en même temps que la Terre. Voilà. Un autre satellite géostationnaire qui, lui, produit des images en optique, en visible, en infrarouge. C'est Meteosat 3e génération. On voit la première image qu'il a prise il y a à peu près un mois. C'est la 3e génération de satellites qui prend les images qu'on regarde depuis qu'on est petit à la télé, des images de nuages à la météo. La première génération a été tirée en 1977 et le premier de la 3e génération il y a quelques mois. Tous ces satellites ont été fabriqués à Cannes. Voilà. Alors il a une spécialité par rapport aux générations précédentes, c'est qu'en plus celui-là il a un détecteur d'éclairs. Donc il va mapper, en plus de la photo de l'atmosphère en visible en infrarouge, il va aussi enregistrer tous les impacts d'éclairs. Donc ça va amener un peu d'infos pour une meilleure prévision des événements violents qui causent des dégâts, des victimes de plus en plus aujourd'hui. Une meilleure compréhension peut-être aussi. Oui, et en plus dans la 3e génération, il y a un 2e satellite qui va être tiré dans 1 an et demi qui s'appelle le sondeur infrarouge. Alors là, lui, il va être l'équivalent d'un ballon sonde tous les quelques kilomètres carrés parce qu'il va mesurer la température et la pression de toute la colonne atmosphérique. Ça va être une vraie plus-value. Et là, vraiment, les zones trop humides, à côté des zones trop chaudes, on va pouvoir vraiment les détecter, ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui quasiment. Donc voilà, il y a 2 types de satellites sur Meteosat de la prochaine génération. Une mission très intéressante sur l'océanographie, c'est la mission SVOT. C'est une mission, c'est le dernier né d'un long héritage de coopération, entre la NASA et le CNES, l'Agence spatiale française, qui a réalisé des satellites altimétriques qui mesurent la hauteur de la mer, de l'eau, vue depuis le ciel. Alors ça permet de comprendre des hauteurs fines, des différences de hauteur fines entre des zones d'eau et de mieux comprendre la circulation océanique. Et là, ce dernier satellite qui est le plus puissant, on va dire, qui a des technologies vraiment de pointe avec de l'interférométrie micro-ondes, lui, il est tellement précis qu'il va aussi pouvoir voir les eaux intérieures. Donc on va voir la mesure des hauteurs de lacs, les débits de rivières.
il y a eu des premières images sur la Dordogne ou sur la côte Caraïbe. Et donc pour la gestion de la ressource de l'eau, qui est aussi aujourd'hui un des points super importants, ça, là, SVOD, ça va être un outil hyper utile pour toute la science mondiale. Voilà, ensuite Telescience Space, c'est des satellites d'observation de la Terre. On va avoir du radar avec les Cosmos Skymed. On produit aussi des satellites qui font de l'image haute résolution. Donc là, on est sur des applications plutôt militaires, avec le radar et l'optique qui se complètent. L'optique, c'est très résolu, très précis, mais ce qu'il y a des nuages où la nuit, on voit moins bien. Alors, le radar, c'est un peu moins résolu, mais c'est très adapté à repérer les bâtiments construits par l'homme. La réflexion des ondes sur des choses linéaires, ça marche mieux que naturel. Et surtout, ça passe à travers les nuages. Voilà. Et ça marche aussi la nuit. Donc, complémentarité. L'optique est principalement faite sur la partie française de Telescience Space, le radar sur la partie italienne. Et pour nos clients, voilà, la complémentarité, c'est un vrai point fort. Voilà, on fait de la navigation aussi, satellite de navigation, puisqu'on est en charge de la fabrication de la deuxième génération des satellites Galileo, qui vont apporter un peu plus de précision sur le signal GPS. Et si vous voulez, je finis avec quelque chose d'un peu qui n'est pas un satellite, c'est un ballon stratosphérique dirigeable. Stratobus, on a investi depuis d'assez longues années sur ce sujet-là, et on va faire voler un premier prototype d'ici 1 an et demi au-dessus des Canaries. Donc le principe, c'est un ballon qui est dirigeable, qui va se positionner au-dessus de l'aviation civile, qui va pouvoir embarquer des charges utiles de tout type, télécommunications, optique, voilà, ou radar, ou ce qu'on veut. Et il peut se maintenir 1 an à poste, en étant immobile au-dessus de sa zone. On peut imaginer inspection des feux de forêt, sécurité civile, inspection des côtes, et puis relais radio, relais télécom. Il mesure combien à peu près? Alors c'est très gros, il mesure 140 mètres de long, 8 tonnes, 1000 mètres de panneaux solaires. C'est un gros morceau. Ouais. Et c'est bourré de technologies assez complexes à mettre en œuvre, je peux vous dire. Clairement. Donc c'est dans 1 an et demi, c'est ça à peu près? Oui. Alors dans 1 an et demi, on va faire voler l'échelle 1,5. Il ne fera que la moitié de 140, alors, je ne sais pas combien exactement, mais bon, voilà, il va faire 70 mètres. Déjà un beau bébé. Je ne vous ai pas parlé du programme Copernicus, qui est un des plus gros programmes, à ma connaissance, de systèmes satellitaires pour monitorer l'environnement, que ce soit les terres, les mers et l'atmosphère. C'est 12 satellites. La première série de 6 a été tirée cette décennie. Et on est en train de construire la suivante pour monitorer, pour mesurer en hyperspectral l'humidité des sols, la croissance des cultures, l'irrigation des terres, les minerais dans les sols. Sur les mers, faire l'altimétrie, mesurer l'épaisseur de neige, mesurer les épaisseurs de glace, comprendre les courants. Et dans l'atmosphère, être capable de mesurer la densité, la concentration de gaz à effet de serre pour répondre aux inventaires des gaz à effet de serre demandés depuis la COP21. Voilà. Donc Copernicus, c'est le plus gros programme spatial comme ça existant. Et Telescience Space est partie prenante puisqu'on a une part très significative sur 11 des 12 missions. Donc, on a réussi à gagner à peu près, c'est des appels d'offres publics à chaque fois. Et donc là, on travaille très dur sur une payload très sophistiquée, par exemple pour la détection du CO2 dans les usines de Cannes. En Italie, on travaille sur tout ce qui est radar pour mesurer l'environnement. C'est très important pour Copernicus. Donc il y a énormément de travail et de plus en plus vite en fait, parce qu'il y a une urgence là quelque part. Ah oui, la prochaine sentinelle Copernicus la plus urgente, c'est celle du CO2. Je ne vais pas vous surprendre, c'est celle sur laquelle il y a le plus de pression. Eh bien merci infiniment pour ce tour d'horizon. Enfin si, c'est un tour d'horizon dans l'espace et de satellite. Voilà. Merci beaucoup et bonne continuation. Merci à vous. Bon travail à tous. Merci. Et à très bientôt
pour d'autres émissions sur YouTube Envol et Sillage, Catherine Indiana Loubet.